Module 3. Étude 2. Les médiums précurseurs. Selon les informations du livre Histoire du spiritisme d'Arthur Conan Doyle, les principaux médiums précurseurs du spiritisme sont Emanuel Swedenborg, Edward Irving, Andrew Jackson Davis, les sœurs Fox et Daniel Douglas Home. Nous allons examiner leur résumé bibliographique, sauf celui des sœurs Fox, déjà présenté dans le guide 1 du module 2 du programme fondamental. Emanuel Swedenborg, selon Arthur Conan Doyle, il est impossible d'établir une date marquant le début de la manifestation d'une force intelligente extérieure à l'homme, puisque ce fait s'est produit bien que de façon sporadique à toutes les époques. Cependant, il considère qu'Emanuel Swedenborg, le grand voyant suédois du XVIIIe siècle, est le grand précurseur de l'influx spirit des derniers temps, quand le phénomène médiumnique cesse d'avoir un caractère épisodique pour se transformer en une invasion organisée par le monde spirituel. Swedenborg était ingénieur des mines et expert en métallurgie, physique et astronomie. Dès son enfance, il était médium clairvoyant. Émancipé de son corps, il arrivait à voir ce qui se passait dans l'autre lieu sans apparemment sortir de son état normal de conscience. C'est ainsi qu'il observa et décrivit avec une parfaite exactitude un incendie qui avait lieu à Stockholm alors qu'il était à environ 500 km dînant avec 16 invités. Cependant, la voyance, c'est-à-dire la faculté de voir les esprits, s'éveilla subitement une soirée d'avril 1744 à Londres, en Angleterre, et l'accompagna toute son existence. La même nuit, le monde des esprits, enfer et ciel, me furent ouverts, où je trouvai bien des personnes de ma connaissance et de toutes les qualités. Après quoi, le Seigneur ouvrit quotidiennement les yeux de mon esprit pour que je voie en état de parfaite vigilance ce qui se passait dans l'autre monde et que je converse, tout éveillé, avec les anges et les esprits. Voici quelques enseignements transmis par Swedenborg. Le monde spirituel consiste en plusieurs sphères différentes représentant diverses nuances de bonheur et d'illumination. Après la mort, nous allons dans celle qui correspond à notre état spirituel. Le décor, des conditions et la structure du monde spirituel ressemblent à ceux de la terre. Il y a des maisons pour des familles, des temples religieux, des salles et des palais. La mort est douce, car les êtres célestes aident les nouveaux venus dans le monde spirituel qui bénéficient d'une période de repos absolu, retrouvant leur conscience en peu de temps. Il y a des anges et des démons, mais qui ne sont pas d'un ordre différent du nôtre. Ce ne sont que des êtres humains extrêmement évolués ou au contraire retardés. L'homme ne change pas avec la mort. Il emporte avec lui ses modes de pensée acquis, ses préjugés, ses préoccupations. Il est jugé par une loi spirituelle qui prend en considération les résultats de sa vie tout entière. Les enfants sont reçus dans le monde spirituel sans aucune discrimination qu'ils aient été baptisés ou non. Ils grandissent dans l'autre monde sous les soins de jeunes femmes qui leur servent de mère jusqu'à l'arrivée de leur vraie mère. Il n'existe pas de peines éternelles. Ceux qui se retrouvent aux enfers peuvent travailler pour s'en sortir s'ils en ont la volonté. Ceux qui sont aux cieux peuvent travailler pour accéder à des positions plus élevées. Le mariage existe sous la forme de l'union spirituelle par laquelle un homme ou une femme, ou plus précisément deux âmes, forment une unité complète. Aucun détail n'était trop infime pour son observation des sphères des esprits. Il parle par exemple de l'architecture, de la musique, de la littérature et de la science cultivée là-bas, des fleurs, des écoles, des bibliothèques, des musées, des sports pratiqués. Il a écrit des ouvrages suivants, Ciel et Enfer, La Nouvelle Jérusalem et Arcane Celestia. Maintenant voyons le deuxième précurseur, Edward Irving. Né en 1792, il est issu d'une souche écossaise pauvre et laborieuse. Il devint pasteur protestant et possédait une médiumnité d'inspiration qui attirait les foules pour écouter ses prêches lumineux et éloquents. Dans l'église qu'il dirigeait survinrent en 1831 des phénomènes remarquables de psychophonie et de voix directe, donnant des enseignements qui contrariaient l'orthodoxie et qui, pour cette raison, furent considérés comme l'œuvre du diable.
Ces enseignements furent présentés de façon dogmatique par l'interminable intrigue alternée de censure qui se transformait en malhonnêteté envers ceux qui participaient au phénomène. Les sensitifs se condamnaient les uns des autres d'hérétiques. Ces manifestations démontraient l'existence d'une véritable force psychique révélant de la même façon une loi spirituelle, expliquée plus tard par les esprits supérieurs, selon laquelle les esprits sont attirés par notre façon d'être. Si nous sommes présomptueux et orgueilleux, nous attirons les esprits malveillants et devenons leur proie. C'est ainsi que nous pouvons expliquer la forme contondante et même peu charitable de ces manifestations. Les expériences d'Edward Irvine et les manifestations spirites entre 1830 et 1833 constituent par leur singularité un trait d'union entre Swedenborg et un autre précurseur éminent de la doctrine spirit, Andrew Jackson Davis. Andrew Jackson Davis, surnommé le père du spiritualisme moderne, l'Allan Kardec américain. Fils de parents humbles et incultes, il naquit en 1826 dans un district rural de l'État de New York, sur les berges du fleuve Hudson, parmi les gens simples et ignorants. C'était un enfant peu évolué, faute d'activité intellectuelle, le corps maigre, sans aucun trait qui puisse dénoncer son exceptionnelle médiumnité à venir. Jackson Davis commença à entendre, dans les dernières années de son enfance, des voix agréables et gentilles, suivies de belles clairvoyances, développant en lui, dans le même temps, des dons médiumniques de diagnostics médicaux. Le 6 mars 1844, il fut transporté de la petite localité de Bookidside, où il habitait, aux montagnes de Catskill, distantes d'environ 50 km. Il rencontra dans ces montagnes deux vieillards qui s'avérèrent être ses mentors, postérieurement identifiés comme étant les esprits de Galien et de Swedenborg. Ce fut le premier contact que le jeune homme eut avec ceux que l'on appelle les morts. Avec le temps, sa médiumnité s'engagea vers de nouveaux chemins. Quand il était en transe, il parlait diverses langues, y compris l'hébreu, chacune lui étant inconnue, affichant d'admirables connaissances de géologie et discutant avec une rare habileté de confuses questions d'archéologie historique et biblique, de mythologie, tout comme de thèmes linguistiques et sociaux. Malgré le fait de ne rien connaître en grammaire et sans la moindre étude littéraire ou scientifique. Pendant 2 ans, Davis dicta, en transe inconsciente, un livre sur le secret de la nature publié en 1847 sous le titre « Les principes de la nature ». Conan Doyle s'y réfère en disant qu'il s'agit d'un des livres les plus profonds et originaux de la philosophie. Davis reçut également beaucoup d'autres livres, environ 30, en partie édités avec le titre général de Philosophie harmonique, et transmis par l'entité spirituelle Swedenborg. Davis n'était pas un mystique ni un religieux dans le sens vulgaire et n'acceptait pas la révélation biblique dans son interprétation littérale. Il était honnête, sérieux, incorruptible, amoureux de la vérité et sincèrement convaincu de sa responsabilité dans les événements rénovateurs. Dans sa pauvreté matérielle, il n'oublia jamais la justice et la charité envers les autres. Ses facultés médiumniques arrivèrent à un meilleur développement après ses 21 ans, où il put alors observer plus clairement le processus de désincarnation de plusieurs personnes, le décrivant dans ses moindres détails. Avant 1856, Jackson Davis prophétisa l'apparition des automobiles et des véhicules aériens mis en mouvement par une force motrice de nature explosive, tout comme les machines à écrire et, selon ce que tout indique, les locomotives à moteur à combustion interne. Il est extraordinaire, étonnant même, de voir la richesse des détails concernant ces inventions futures que Davis laissa imprimer dans son ouvrage Penetralia. En plus de cela, il prédit aussi, en 1847, la manifestation ostensible des esprits auprès des êtres humains, faisant ressortir qu'il ne passera pas beaucoup de temps avant que cette vérité ne se révèle dans une exubérante démonstration.
Son ouvrage initial, de grande luminosité, fut une préparation pour l'apparition du spiritisme, et dans une de ses notes, datée du 31 mars 1848, on peut lire ce passage bien significatif. À l'aube, un souffle frais passa sur mon visage, et j'ai entendu une voix douce et ferme me dire : « Frère, un bon travail a été commencé. Contemple la démonstration vivante qui surgit. » Et là, je me mis à songer à la signification d'un tel message. Dès lors, il était très loin d'imaginer que justement la dite nuit, les sœurs Fox à Hydeville conversaient au moyen de coups avec l'esprit d'un mort, inaugurant le grandiose mouvement spiritualiste mondial. En raison de ce fait, Jackson Davis vint à être cité pour quelques écrivains spirites, le qualifiant de prophète de la nouvelle révélation, comme le fit Conan Doyle. Au moyen de ses visions spirituelles de l'au-delà, il en présenta une description bien proche de celle que les esprits fournissent en divers pays, y compris au Brésil, par la médiumnité de Francisco Cândido Xavier dans les livres de l'esprit d'André Louis. Davis y vit une vie similaire à celle de la Terre, vie qui pourrait être appelée semi-matérielle, avec des goûts et des objectifs adaptés à nos natures que la mort ne modifie pas. Il vit que, dans ce vaste au-delà, le travail scientifique et artistique, littéraire ou humanitaire ne cesse pas. Il vit plusieurs phases et degrés du progrès spirituel liés aux causes qui retardent l'évolution humaine. Jackson Davis avança plus que Swedenborg dans le retrait des voiles qui masquent les mystères de la vie, mais l'émérite pédagogue Allan Kardec, missionnaire postérieur, complémenta et accomplit son œuvre basée sur les communications de nombreux esprits supérieurs sous l'égide de l'esprit de vérité. Maintenant, Daniel Douglas Home, né en 1833 à Curie, village proche d'Édimbourg en Écosse. Il possédait une médiumnité à effet physique favorable à la lévitation et à la matérialisation d'esprit. Il est considéré comme un missionnaire des temps modernes. On dit de lui: quand Monsieur Home passe, il répand autour de lui la plus grande de toutes les bénédictions, la certitude de la vie future. Le codificateur considère que la présence de Daniel Douglas Home à Paris en octobre 1855 fut d'une certaine forme providentielle, se faisant une aide puissante dans la propagation des idées spirites. Home ébranla, par ses remarquables facultés médiumniques, les convictions de beaucoup de monde, y compris des personnes qui n'avaient pu en être les témoins oculaires. Kardec fit des éloges du caractère de Home, de sa modestie, de ses nobles sentiments et de son élévation d'âme, ou en vint à relater des faits qu'il avait lui-même, Kardec, constatés, ou que des témoins oculaires des plus dignes de foi lui avaient rapportés. Home, qui produisait principalement sous l'influence de sa médiumnité des phénomènes physiques, sans exclure pour cela les manifestations intelligentes, fut défendu par Allan Kardec contre les détracteurs et les médisants. Allan Kardec déclare que quelques phénomènes ont été observés en France par des témoins sérieux, très éclairés et hautement placés. Parmi ces phénomènes, on relate la suspension de Home en l'air, fait prouver pas seulement à Paris et Florence, mais principalement à Bordeaux. Et il n'y avait pas que lui, Home, mais également les tables qui s'élevaient dans l'espace sans aucun contact. Ce phénomène ne se produisait pas par un contact de la volonté du médium. Kardec écrit que Home lui-même ne dit ne pas s'apercevoir de ce qui se passait, pensant être toujours sur le sol, sauf quand il regardait en bas. Allan Kardec considérait la production d'apparitions la manifestation la plus extraordinaire due à Home, et relate divers cas de formation de mains fluidiques et tout point similaire à des mains vivantes, solides et résistantes, qui apparaissent et soudainement s'évanouiraient au moment de les saisir. Par la suite, il parle des pianos et des harmonicas qui jouaient seuls avec l'aide des mains tantôt visibles, tantôt invisibles. À plusieurs reprises, le professeur Rivail a défendu Home des calomnies soulevées contre lui par des adversaires des idées spirites. Il affirme dans la revue Spirit: assurément, si quelqu'un était capable de vaincre l'incrédulité par des effets matériels,
C'était Monsieur Home. Aucun médium n'a produit un ensemble de phénomènes plus saisissants, ni dans de meilleures conditions d'honorabilité. Et cependant, bon nombre de ceux qui l'ont vu à l'œuvre le traitent encore, à l'heure qu'il est, d'adroit prestidigitateur. Pour beaucoup, il fait des choses très curieuses, plus curieuses que chez Robert Houdin, et voilà tout. Pour le professeur Ivaille, le médium Home est au-dessus de toute suspicion de charlatanisme. Ce qui manqua à ceux qui virent et qui ne furent pas convaincus fut la clé qui leur avait permis de comprendre les manifestations produites par le médium. Pour lui, la venue de Home en France contribua à accélérer le développement du spiritisme, soit par le merveilleux des phénomènes, soit par la répercussion de ces derniers dans le monde social qu'il fréquenta. En résumé, avec ce qui précède et ce qui concerne les sœurs Fox, dans le guide cité ci-avant, on ne peut nier la contribution de ces médiums pour le spiritisme naissant, puisqu'ils ont représenté des jalons bien définis de la présence du plan spirituel avant et pendant l'époque de la dite invasion organisée des esprits supérieurs, qui comprend notamment la période qui commence avec les phénomènes de Hydeville et va jusqu'à la publication du Livre des Esprits. Ils ont été des précurseurs d'une nouvelle ère, pionniers qui ont eu la tâche de préparer l'humanité à la réception des enseignements de la doctrine spirite.